If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Joël Zask, nous envisageons la démocratie comme une expérience du soi et du monde. Bonjour Joël Zask. Bonjour. On est ravis de vous recevoir à la Recyclerie par cette belle journée d'hiver. Vous êtes philosophe et vous venez tout juste de publier un très bel ouvrage nommé Écologie et démocratie et paru aux éditions Premier Parallèle. Alors en cette période préélectorale, propice aux faux débats, aux invectives, aux passions tristes, pourquoi faut-il prendre du recul sur cette notion, la notion de démocratie, selon vous ? Alors il y a toujours de très très bonnes raisons de défendre la démocratie contre n'importe quel autre régime. C'est John Dewey, un philosophe que j'ai beaucoup étudié, qui disait que la démocratie n'est pas une possibilité parmi d'autres, c'est la seule forme de vie véritablement humaine possible. Donc il faudra revenir sur le sens du mot démocratie. Je pense que l'urgence de repenser la démocratie et de l'adapter aux circonstances qui sont les nôtres sont toujours là. Et comme il le disait aussi, c'est une tâche à accomplir. Il y a toujours un futur de la démocratie. Elle n'est jamais réalisée pleinement. Elle n'est jamais acquise. Elle est toujours très fragile parce que c'est le régime qui fait reposer la plus grande responsabilité sur le dos des gens. Chacun en transporte un petit morceau avec soi, en quelque sorte, et en est le garant. Donc tout le monde a un rôle à jouer dans la démocratie. Donc c'est un régime qui est vraiment très très exigeant. Et je trouve qu'aujourd'hui, le problème, c'est que justement, on se dédouane très facilement de nos responsabilités quant à la sauvegarde des conditions démocratiques, qui sont pourtant un écosystème dont on a absolument besoin, y compris justement pour penser l'écologie. Alors l'écologie, venons-en. On entend souvent dire que la démocratie serait incompatible avec l'écologie. Car d'une part, la démocratie supposerait la liberté, notamment la liberté par la consommation. Et d'autre part, l'écologie politique serait condamnée à une écologie punitive, voire à une dictature verte. Alors, comment ouvrir les champs et faire dialoguer écologie et démocratie ? Alors d'abord, on peut rappeler un peu l'histoire, c'est-à-dire que les démocraties dites libérales ou les démocraties antiques sont nées dans des contextes agraires, agricoles, ruraux. La grande pensée de la démocratie libérale américaine est un agrarianisme, c'est vraiment une pensée agrarienne, comme le disait Jefferson, mais c'était le cas de Lincoln, c'est le cas de Crèvecoeur, c'est le cas de tous les fondateurs en fait du système, ce qu'on appelait le système américain de gouvernement, c'est-à-dire ce que Tocqueville va appeler la démocratie libérale. Le cultivateur, le fermier, le farmer, c'est le citoyen le plus valable, le plus vertueux en quelque sorte. Donc la démocratie, je dirais, historiquement, elle commence à la ferme, elle commence dans les champs, elle commence dans la campagne, elle commence avec, et ça remonte presque au néolithique, elle commence avec l'organisation commune de la ressource en fait et de la production de la ressource. Je veux dire, la démocratie, si elle est indispensable, c'est aussi parce que c'est un moyen de distribuer les opportunités, à la fois de contribuer à une tâche commune et à se développer dans sa pleine stature humaine en quelque sorte. Donc, et distribuer le plus également possible ces ressources, je dirais, qui permettent à chacun d'accomplir son cycle de vie. C'est pas du tout évident. Même les animaux ont des formes de gouvernement interne en fait, en quelque sorte, qui sont plus ou moins intégrés dans leurs instincts ou dans leurs habitudes. Mais enfin, nous, en tout cas, on a tout le temps à réfléchir pour vivre ensemble, sans périr, sans s'entretuer, sans mourir de faim. On a vraiment à produire nos conditions d'existence, comme disait Marx. Et cette production, alors justement, c'est intéressant parce qu'elle passe aussi par de la conservation. Moi, il me semble qu'effectivement, la démocratie et l'écologie sont un peu logées dans la moelle épinière l'une de l'autre. Enfin, c'est vraiment leur épine dorsale parce que l'une, historiquement, ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, leur divorce signale que à chaque fois, en fait, qu'on se retrouve devant des pratiques vraiment destructrices du climat, des équilibres, voire écocidaires, on n'a plus de démocratie du tout. En réalité, à chaque fois qu'il y a anti-écologisme, il y a anti-démocratie en même temps. Et je crois qu'on doit absolument apercevoir que ce qu'on fait à la nature, on le fait aux gens aussi. Et que ce qu'on fait de bien pour les gens, on le fait de bien aussi pour la nature. On ne peut pas dissocier. Oui, il y a une phrase qui résume très bien ce propos. Dans votre livre, c'est soit la démocratie est écologique, soit ce n'en est pas une. Et réciproquement, soit l'écologie est démocratique,
soit ce n'est pas de l'écologie. En fait, oui, quand on y regarde bien. C'est un peu long et compliqué à expliquer, mais en réalité, c'est une espèce d'évidence quand on y regarde d'un peu plus près, parce que je dirais que la pensée démocratique a une immense valeur dans la mesure où elle institue chacun, je dirais, l'auteur de sa propre vie. Or, pour être l'auteur de sa propre vie, il faut, je dirais, contribuer, créer ses conditions d'existence, ou en tout cas contribuer à les créer. Et quand je dis créer nos conditions d'existence, ça veut vraiment dire transformer le monde. Enfin, c'est-à-dire que je m'auto-gouverne, disons, je gouverne mes conditions avec d'autres dans la mesure où j'arrange mon environnement de manière à ce qu'il réponde à mes besoins. Mais cet arrangement suppose beaucoup de choses. En tout cas, ça suppose déjà de sortir hors de soi et d'établir une relation de type dialogique avec le monde extérieur. Alors évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'hallucination, du mythe, de la croyance, de l'irréalité, du fantasme, a jamais affaire à l'extérieur, en fait. Et on voit bien que, par ailleurs, toutes sortes de pensées, je dirais monolithiques, autocratiques, par exemple, ce qu'on pourrait appeler absolutistes. Il y a un idéal, il y a une vérité, il n'y a qu'une manière d'y arriver. Il n'y a pas de dehors non plus, il n'y a pas d'extérieur. Donc en fait, on est environné, si vous voulez, de situations ou de configurations mentales où il n'y a plus de dehors, en fait. On est enfermé dans sa culture, dans son ethnie, dans son identité, etc. Et même le mot identité témoigne d'un enfermement. Donc c'est peut-être ça, l'écueil démocratique, ce serait de concevoir la démocratie comme un idéal absolu, peut-être déjà réalisé, alors qu'au contraire, c'est peut-être d'autant plus une expérience du quotidien dont chacune et chacun peut s'emparer. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut distinguer dans l'histoire des démocraties et dans la manière dont on vit la démocratie, où on la définit, ces formes politiques qui sont instituées, institutionnalisées, et puis, je dirais, ces formes plus culturelles, qui sont des formes de vie, en fait, des modes de vie, des formes de vie. Et ces formes de vie, elles impactent, ou elles pourraient impacter absolument n'importe quel aspect de notre existence quotidienne. Il y a une démocratie à l'école, malheureusement elle est rarement réalisée. Il y a une démocratie dans la famille, c'est Aristote qui le disait. Il y a une démocratie à l'usine, à l'église aussi. Donc en fait, la plupart de nos institutions sont organisées de manière absolument antidémocratique. Ça en est obligé. L'entreprise n'est pas du tout, en général, dotée d'un fonctionnement démocratique. Et donc l'idée, c'est que tant que la démocratie, si vous voulez, est limitée à des fonctionnements institutionnels, elle est très très fragile en fait. Donc le mot-clé, vous dites, c'est l'expérience. C'est ce qui transparaît vraiment dans tout votre ouvrage. Et c'est vraiment une notion très forte, quoi, de concevoir la démocratie comme une expérience du soi et du monde. C'est finalement peut-être toute une perception initiale de la démocratie qu'il nous faut revisiter et qu'il nous faut appréhender, la concevoir vraiment comme quelque chose qui peut avoir lieu dans nos lieux de vie partagés, dans nos rues. Dans nos rues, dans notre cuisine, dans notre salon, un peu dans partout, dans notre recyclerie. Oui, c'est ça. C'est en fait, pour expliquer ça, ça aussi, on n'est pas forcément habitué à le penser, mais en réalité, c'est simple et c'est évident. C'est-à-dire, on peut, disons, définir la démocratie, comme je l'ai un peu évoqué, comme une distribution des ressources d'individuation. C'est-à-dire qu'on est un petit être absolument impuissant qui est incapable de survivre plus de quelques heures s'il est livré à lui-même. Et il faut que notre environnement nous procure, d'une certaine façon, un ensemble de solutions de vie. Mais ce qui est important, justement, en tout cas d'un point de vue du vivant, mais du point de vue humain en particulier, c'est qu'on ne peut pas vivre notre vie à notre place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous donner notre condition humaine de l'extérieur. Je veux dire, la condition humaine, elle se réalise à travers la personne, en quelque sorte, qu'on est le dépositaire et le bénéficiaire. Donc voilà, c'est ça la grande question de la démocratie. Qu'est-ce que je donne ? Comment je configure l'environnement, qui est notre environnement commun à tous, qui est un environnement à la fois naturel, culturel, matériel, mental. Comment je le configure de manière à augmenter les chances d'une individuation de chacun ? Ça, c'est la grande question de la démocratie. Et donc, je veux dire que l'expérience, ça se fait toujours à la première personne. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je dirais que la démocratie, comme disait John Dewey, c'est la méthode de l'expérience parce que, justement, chacun compte pour un, dans la mesure où l'expérience n'est pas quelque chose qui peut être conféré de l'extérieur à quelqu'un, si vous voulez. Et en même temps, ce qui est fondamental dans l'expérience, c'est qu'elle soit libre.
Donc il y a d'infinies manières de faire de la démocratie. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la démocratie s'élabore par les individus. On peut dire que chaque individu peut s'émanciper, peut s'individualiser et ainsi former une démocratie qui est vivante, multiple. De fait, la démocratie, c'est la cité de la pluralité, comme disait Aristote. Il faut une multiplicité. À partir du moment où on se construit à travers des expériences qui sont faites en notre nom et qui constituent notre personnalité, on est tous différents. Il y a aussi quand même dans l'institution du vote, qui a ses avantages comme ses inconvénients, mais enfin en tout cas, il y a dans cette institution une considération pour le fait que l'individu, finalement, il y a un moment donné où il s'engage, il s'exprime, il peut même être complètement en désaccord avec lui-même, mais tant pis. En tout cas, on vote pas en groupe, on vote chacun dans l'isoloir. Et ce qui est important, je pense à une phrase de Tocqueville, justement, il dit ce qui est important, en fait, c'est que finalement, on ait des buts communs, mais aussi qu'on y arrive tous par des voies différentes. Ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans le jugement esthétique. C'est pour ça que le jugement esthétique, c'est souvent en fait comme une préfiguration de l'opinion publique démocratique. Un objet qui susciterait la même opinion, la même expérience chez un nombre X de gens, ça ne serait pas une œuvre d'art. Mais l'œuvre d'art, justement, c'est quelque chose qui est le tremplin, en quelque sorte, l'embrayeur d'une multitude d'expériences. Je dirais, il y a autant d'expériences possibles des nénuphars de Monet qu'il y a de gens, en fait. Et pourtant, on est tous d'accord que c'est vraiment très, très beau. Donc, c'est ça qui est important en démocratie. Et d'assurer ça, dans les sciences, par exemple, c'est fondamental. Si tout le monde dit, oui, enfin, c'est vrai, tout le monde pense la même chose, c'est plus de la science. On le disait un petit peu tout à l'heure, la démocratie a besoin de lieux pour s'exprimer. Donc, la cuisine, peut-être, mais aussi la rue, on en a parlé. Mais peut-être aussi les places. Vous venez de sortir un livre en poche, Se réunir du rôle des places dans la cité, toujours aux éditions Premier Parallèle. Quel est le rôle des places pour vivifier la démocratie ? Les places pourraient avoir un rôle beaucoup plus important qu'elles ne l'ont, parce qu'en fait, disons, ce qu'on n'aperçoit pas forcément, c'est que nos places, nos grandes places historiques ne sont pas du tout des places démocratiques, c'est-à-dire elles ne sont pas des places qui ont été commanditées par des régimes démocratiques, elles ne sont pas destinées à des usages démocratiques, mais pas du tout, au contraire. On peut penser aux grandes places parisiennes, mais c'est aussi toutes les places des Nuits debout, des mouvements des places comme Maïdan, comme Tahrir, etc. En fait, ce sont des places haussmanniennes pour l'immense majorité d'entre elles, qui sont des places impériales. Vous avez des places royales, vous avez des places fascistes, bien sûr, vous avez des places nationalistes. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'interroger ce design-là. C'est ce que j'ai fait. Et je pense que la démocratie et l'écologie, ils se rejoignent aussi à partir du moment où on considère que être citoyen, ça ne veut pas juste dire échanger des arguments, opiner, donner son avis, débattre, délibérer. Ça veut dire s'empoigner avec la réalité. Comme on le disait un peu au départ, la vraie démocratie, c'est une démocratie du faire, de l'action, de l'agir en commun. C'est une démocratie très, très proactive, en quelque sorte, parce que l'expérience, c'est une action transformatrice, comme j'ai dit. Et justement, on oublie qu'on pourrait très bien utiliser notre citoyenneté pour prendre soin, pour organiser, pour créer. Produire la ville, disait Lefebvre, mais enfin, en tout cas... Jardiner, mais voilà, pour créer nos espaces communs et les préserver, les augmenter, les réparer, les transmettre et choses de ce genre. C'est l'histoire du laboureur et ses enfants ou de cette fable d'Ésope ou reprise par La Fontaine. Le trésor, c'est vraiment là, dans cet espace susceptible d'être le support d'une action commune. Là, en l'occurrence, le travail de la vigne ou du champ. Et c'est pas quelque chose c'est pas un capital, quoi. C'est ça. Et donc la place, elle peut tout à fait jouer ce rôle à partir du moment où on la pense justement comme un espace commun, comme un espace à la fois démocratique et écologique. Or les grandes places démocratiques, il y en a assez peu finalement parce que on s'occupe pas beaucoup du design de la place. C'était des places où il y avait une présence de la nature très forte. Peut-on dire que, par exemple, Nuit debout aurait pu aller plus loin, l'expérience de Nuit debout, qui a quand même été un mouvement marquant, qui a duré dans le temps, on en parle encore aujourd'hui, c'est pas pour rien. Oui. Est-ce qu'elle aurait pu aller plus loin, cette expérience démocratique, en y insufflant plus de faire, de jardinage, je sais pas. Est-ce que vous avez des idées qui auraient pu permettre de porter un peu plus ce mouvement ?
Ce qui est vrai, c'est déjà que le livre sur les places, il m'en est venu l'idée en participant à la Nuit debout, place de la République. Ah bah déjà, ça fait fleurir une idée. Oui, tout à fait. Il y a au moins ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, bon, j'ai pas participé très très régulièrement, au contraire, c'était assez ponctuel. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'était le sentiment d'être rejeté par la place. Le sentiment que la place était l'ennemi du mouvement et pas du tout son allié. Et en discutant avec les gens qui étaient là, je me suis rendu compte qu'on avait tous ce sentiment. C'est-à-dire qu'on était assourdis par le bruit, par exemple. Là, aujourd'hui, il y a des architectes qui travaillent sur les ambiances sonores au niveau des places. Une place où on ne s'entend pas, c'est plus une place. Déjà, c'est pas une place démocratique, en tout cas. Bon, quand on regarde la facture de la place de la République, à travers son réaménagement, on retrouve finalement tout le vocabulaire du baron Haussmann. C'est une place d'armes, la place de la République. La statue de la République, bon... Elle a Très été amenée centrale. après clou. Bon, elle est centrale, l'espace est vidé. On a un dispositif qui est tout sauf démocratique en réalité. C'est un dispositif de contrôle et de domination. Par ailleurs, c'est une place qui est plane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclivité, contrairement par exemple à la Piazza Beaubourg, qui marche quand même plutôt bien. Et il se trouve que Rogers et Renzo Piano se sont posé la question de la place démocratique. C'est un rare exemple où on se pose vraiment la question. Mais vous prenez les places du marché, il y a toujours de la déclivité parce qu'il faut pouvoir, voilà, comme la Grand Place à Bruxelles, ce sont des places où il y a une très forte déclivité en fait. Et quand il y a de la déclivité, il y a des assises par exemple. Mais par ailleurs, quand il y a de la déclivité, on voit ce qui arrive de l'extérieur. Et où qu'on soit, finalement, on a une vision d'ensemble. Avec la place de la République, on voyait rien. Quand on a une taille normale, en fait, tout le monde avait le sentiment d'être dans une nasse. Et les assises tournent le dos à la place. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on ouvre les yeux sur nos environnements et qu'on les design, qu'on s'empare de cet aspect-là. Alors, je me souviens aussi, place de la République, il y avait quelqu'un qui avait enlevé une dalle et puis qui avait planté justement des plantes. Bon, le lendemain, la dalle avait été remise en place. Et on avait trouvé l'inscription sur cette dalle sous les pavés, le potager. Ça, j'avais trouvé ça une très très belle phrase en fait. Sous les pavés, le potager. Mais le potager a jamais eu lieu. Et de fait, je pense que ça aurait été d'une grande utilité et un geste très très fédérateur et très beau. On va continuer avec ces questions de lieu puisque vous parlez beaucoup du jardin partagé, mais pas que. En quoi le jardin est un lieu précieux pour la démocratie ? Alors ça va bien nous permettre de faire le lien avec l'écologie parce que je dirais que le jardin, c'est un peu un laboratoire de la vie démocratique dans la mesure où, comme on dit, avoir les mains dans la terre, ça veut vraiment dire quelque chose. Même les enfants qui font pousser des graines, d'une certaine façon, ils sont à l'initiative de cette croissance et en même temps... ils en sont les gardiens, ils en sont les protecteurs, ils en sont les serviteurs. Il y a un comportement à adopter. La graine, elle est fragile. Ça nous donne aussi un élément qui est absolument fondamental concernant l'expérience, c'est que l'expérience, elle a lieu dans la mesure où, au cours de son déroulement, l'objet dont elle est l'expérience n'est pas détruit. Il faut absolument qu'il soit conservé, sinon il n'y a pas d'expérience, tout simplement. Et donc, cette conservation de l'objet de l'expérience fait partie de l'expérience elle-même, même si cet objet il est modifié ou même si on est, en quelque sorte, le gardien ou l'assistant ou le serviteur de sa transformation. Et ça, je crois que ça dit quelque chose de fondamental sur l'écologie. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre les activités humaines. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre les activités humaines et la nature telle qu'on la connaît, telle qu'on l'aperçoit, telle qu'on interagit avec elle. Parce qu'il y a évidemment des tas d'aspects de la nature avec lesquels on n'a aucune interaction, notamment toutes sortes d'éléments dans nos galaxies, mais même des tas d'aspects terrestres qui nous sont... complètement inconnu. On doit connaître quelque chose comme 20% du fonctionnement de notre cerveau. Enfin, je veux dire, la quantité de la nature dont on ignore tout est absolument gigantesque jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a affaire à une certaine portion de la nature et cette portion de la nature, d'une certaine façon, elle est reliée à nous, ne serait-ce que par la connaissance que nous en avons, puisque qui dit connaissance de la nature dit une certaine opérativité, une certaine agentivité, une certaine action. Et donc, le jardin, c'est un moyen très très simple de réaliser ça. C'est un moyen vraiment à la portée de tout le monde, des enfants, des gens blessés, puisqu'il y a des jardins thérapeutiques, il y a des jardins pédagogiques, mais il y a des jardins de rue, il y a des jardins urbains. Et par ailleurs, c'est aussi, je dirais, une manière de se mettre en lien
avec la question de l'autosuffisance, de l'indépendance alimentaire. Les jardins partagés, les jardins urbains, les jardins qui ceinturent les villes, mais d'une manière générale, la paysannerie vivrière joue jusqu'à aujourd'hui un rôle alimentaire qui est absolument fondamental. Il y a une économie réelle en fait du jardin. Le système de jardin qu'on appelle le MIR en Russie et pendant toute la période soviétique va jouer un rôle absolument fondamental. Donc on ne peut pas non plus séparer l'agrément du jardinage, sa fonction esthétique, sa facture esthétique bien souvent, et sa fonction économique, sa fonction alimentaire, parce que tout ça est lié. Et je crois que le dualisme entre ces différents aspects, c'est pas un truc de bobo, je veux dire, le jardinage. Le jardinage, et les rapports sociaux aussi que peut apporter un jardin partagé, les rapports sociaux de type démocratique. Ah oui, complètement, parce que un jardin partagé, c'est pas un jardin collectif justement, c'est un jardin communautaire. C'est pas un kolkhoz. Donc le kolkhoz, c'est opposé au système du jardin partagé. Staline a fait marche arrière très rapidement. Et il a maintenu le système du jardin partagé qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le jardin partagé, c'est une structure à la fois communautaire, au sens où il y a des tas de choses en commun. Aujourd'hui, je dirais, il y aura le compost, l'accueil des visiteurs, des réserves de terre, des conservatoires de plantes, une pépinière. Tout ça, c'est commun, même de l'outillage, etc., des savoir-faire. Et puis une convention ou une charte, en fait. Donc, il y a un gouvernement commun, ça c'est sûr, toujours. Hein. Il n'y a pas de jardin partagé sans charte ou sans convention. C'est une espèce de constitution, en fait. Mais par ailleurs, ils sont subdivisés en lopins de taille égale en général ou de valeur égale. Et donc, sur chaque lopin, chacun compte pour un, voilà, à nouveau. Et donc, on a un assemblage entre une structure, je dirais, individuelle et une structure collective qu'on appelle une communauté, en fait, au sens propre, et qui est intrinsèquement valable et qu'on pourrait transposer absolument n'importe quoi. Mais je pense que c'est important, même si on sort de l'idée du jardinage. Dans la ville, on pourrait très bien, par exemple, au niveau de la gestion des déchets, au niveau du nettoyage de la rue ou de sa préservation, ou je dirais même de la réglementation de la rue, on pourrait très bien imaginer des gardiens de la rue ou des conseils de la rue qui traiteraient de la rue comme d'une ressource commune à préserver, à transmettre, un lieu d'accueil aussi pour les autres. C'est pas du tout exclusif. Quand personne s'occupe des lieux et qu'on dit « moi je paye mes impôts, c'est pas à moi de ramasser le papier qui traîne par terre », en fait, on déchoit de sa citoyenneté, à mon avis. Joëlle Zask, on passe à notre deuxième partie de podcast. D'accord, on va essayer. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Alors là, c'est très ancien. Je pense que quand j'étais gamine, j'élevais des grillons. Je leur donnais aussi à manger, des petits bouts de fromage, etc. Et je les regardais évoluer. Alors, j'ai essayé de les installer dans le jardin. Beaucoup y restaient. Certains, parfois, étaient placés dans des petites cages, placés dans la salle de bain et ils chantaient à tue-tête. Et puis, un jour, en fait, les grillons sont morts. J'ai pas su pourquoi ils étaient morts. Mais du coup, j'ai compris que la nature, évidemment, elle ne fait pas ce qu'on veut. Et que en prendre soin, essayer d'interagir avec elle, ça demande de la patience, de l'attention, de l'observation, beaucoup de connaissances que j'avais évidemment pas. J'étais très très chagrinée par la mort de ces grillons. C'était peut-être de là que vient mon intérêt pour la nature et avec cette conscience très forte que j'en suis l'élève pour plagier Thoreau et non le maître. Je crois que c'est un peu le point de départ de l'écologie, ça. Quelle est la place des enfants, du coup, dans la compréhension des enjeux ? Vous pensez que dès le plus jeune âge, on peut comme ça avoir des perceptions sensibles, des expériences fortes qui marquent pour la suite de notre existence ? Je crois que les psychologues s'accordent pour dire que beaucoup de choses sont jouées très très tôt. Et de fait, j'ai un grand intérêt pour l'éducation. C'est lié aussi à John Dewey, ce philosophe, un des fondateurs du pragmatisme américain que j'ai étudié. Que vous avez longuement étudié. Oui. Donc, il y a un vrai problème avec l'éducation, une vraie question. C'est absolument fondamental. Non seulement parce que, effectivement, beaucoup de choses se décident dans la petite enfance, parce que aussi, chacun en a bien conscience, c'est quand même pas très compliqué de dévaster un individu et de
Il a beaucoup été question de résilience ces dernières années, mais bon, c'est une chance d'être résilient, on ne peut pas vraiment compter dessus. Je dirais que la résilience, elle est à l'individu, ce que l'institution totale de Goffman est à la société. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y en a qui s'en sortent, mais c'est quand même pas l'idéal. Je dirais que les enfants sont très fragiles et que beaucoup d'êtres humains sont privés de conditions normales d'humanisation et d'individuation en réalité. Donc, pour éviter des souffrances, je crois que c'est vraiment important de se pencher sur la petite enfance ou sur l'enfance tout simplement. Et puis par ailleurs aussi pour la raison que je disais au début dans la première partie, c'est que la démocratie c'est une question de mœurs, c'est une question de culture, c'est une question de mentalité, enfin j'aime pas trop le terme de mentalité, mais de disposition d'esprit, tout autant qu'une question de loi et d'institution. Je veux dire, comment nous disposer en quelque sorte à défendre la démocratie, c'est-à-dire à défendre l'indépendance de chacun d'entre nous. Ça, c'est compliqué, en fait. C'est la vaste question, que vous ouvrez dans votre livre. Ouais. Vous avez beaucoup parlé de John Dewey, vous l'avez étudié, vous êtes une des spécialistes de cet auteur. Est-ce que vous auriez un autre auteur ou une autrice à nous conseiller pour aller plus loin sur ces questions ? Je pense qu'il y a toute une littérature aujourd'hui sur la question du paysage qui me semble importante. Moi, j'ai beaucoup parlé du pays dans ce livre. Je pense aux travaux de Jean-Marc Besse, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. J'aimais pas trop la notion de paysage, je la trouvais esthétisante parce que il y a effectivement une tendance à réduire le paysage à un décor, une image, une photographie, un tableau, etc. Et la thèse suivant laquelle il y a eu des tableaux avant qu'il y ait des paysages, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de la peinture ou de la photo que finalement on a esthétisé nos lieux de vie, est une idée complètement fausse. C'est pas le tableau qui crée le paysage. Et en fait, les gens, quels qu'ils soient, ont une relation existentielle, politique, sociale et aussi esthétique aux lieux. Donc en fait, les lieux, ils font vraiment partie de nous. Les lieux et les pays, comme vous dites, les pays au pluriel, plus que jamais, puisque c'est un terme polysémique, comme vous dites dans votre livre. Le pays est à la fois une ville, le pays peut-être proche de la notion de paysan que vous affectionnez particulièrement. Il y a ça, et en même temps, le pays, c'est vraiment un lieu de vie, en fait, qui n'est pas du tout réductible disons, ni à l'unité nationale, ni à la province. Par exemple, le village, c'est le pays en italien, en corse, le paese, et c'est un paese, et c'est un coin de rocher, si vous voulez, et en même temps, une coulée vers la mer. Un pays, c'est une circulation, si vous voulez, entre le sommet et le rivage. Et c'est très intéressant, c'est comme une tranche en fait de la Corse à chaque fois. Et c'est un lieu qu'on arpente et qu'on s'approprie. Moi je dirais pas qu'on se l'approprie, c'est assez inappropriable en fait. C'est-à-dire en fait qui fait vraiment plutôt partie de nous, qui définit un vaste éventail de plaisirs et de sentiments de sécurité, de confort, de jouissance partagée. Et en même temps, effectivement, qui est une source perpétuelle d'étonnement. Comme disait Thoreau en arpentant justement ces bois du côté de Walden, il restera toujours quelque chose à découvrir. On n'en fera jamais le tour, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans l'idée d'expérience. C'est que, quelle que soit la connaissance, l'observation que je vais faire d'un objet, il y aura toujours quelque chose à découvrir. J'en ferai jamais le tour, en fait. Ça, c'est très écologique aussi, je pense. Et donc, le pays, c'est ça. On n'en fera jamais le tour. Et donc, c'est vraiment tout le contraire de l'enracinement, tout le contraire de l'appropriation. C'est irréductible. Il y a quelque chose d'irréductible dans le pays par rapport à son expérience. Eh ben, super. Plus qu'un auteur ou une autrice, vous nous avez conseillé d'élargir ce concept et de travailler ce concept de pays. Donc là, j'ai un peu décollé par rapport à la question. Pardon. Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, dans une perspective utopiste, où l'écologie aurait redonné du sens à la démocratie, et inversement, où la démocratie aurait redonné du sens à l'écologie? Alors ça, c'est une question vraiment très difficile, parce que j'ai peut-être pas cette imagination, mais en même temps... C'est fait exprès, c'est pour... voilà, on ouvre les horizons pour la fin. Disons que un des problèmes de la question, c'est qu'il est question d'utopie, et l'utopie, c'est du nulle part, et je pense au contraire qu'on va se localiser.
Mon utopie, si je peux dire, alors là c'est vraiment jouer sur les mots, ça serait non pas une utopie, mais une topie, un topoi, un topos, c'est-à-dire une relocalisation de nos activités. Alors quand on dit relocalisation, on ne veut pas dire esprit de clocher, quoi. C'est ça aussi que j'ai compris au fur et à mesure. On a tous commencé par un certain, surtout en philosophie, un rationalisme universaliste, mais on se méfiait beaucoup du local. Le local, ça faisait vraiment pecno et exclusif en fait de l'autre. Alors qu'en réalité, ce que je trouve très frappant, c'est que les choses qui arrivent, ça passe par des gens concrets et dans des lieux concrets. Je veux dire qu'on ne vit pas dans la stratosphère. Alors, on a des quantités de lieux qu'on appelle des espaces, d'ailleurs, et l'espace public en fait partie, qui sont comme des imitations de la stratosphère, qui sont des nulle part, des utopies. Mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est pour ça, par exemple, la place, ça serait bien qu'elle devienne un lieu. La place telle qu'on la connaît, cette place du pouvoir, cette place évidée, cette place dominante, en fait, c'est une place qui est un espace public, c'est-à-dire un espace d'indifférenciation. Alors qu'un lieu, non. Un lieu, c'est un ensemble d'occasions d'action qui vous permet à la fois de transformer le lieu, de le requalifier et puis d'évoluer vous, personnellement. Et donc, ça serait ça, ma vision du futur. Et l'écologie est la science des lieux. Donc, merci Joëlle Zask pour ce beau voyage. Et merci d'être venu à la recyclerie. On vous souhaite un bon retour vers Marseille. Et à bientôt. Merci, à bientôt. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?